Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Taverne du Gamer, ravi de vous retrouver, je suis Sid, accompagné comme toujours de notre cher Kira. Comment vas-tu? Quoi de neuf? Dis-nous tout. Kira, on t'écoute. Bonjour à tous, ça va bien, semaine on va dire éreintante avec beaucoup de travail, mais j'ai pas oublié quand même la passion avant tout. J'ai fait un petit peu de jeux vidéo et de séries télé dans la semaine, donc j'ai commencé la série 1923 qui fait suite à 1883 qui est très cool. J'ai commencé le jeu Hercule Poirot The First Case qui est plutôt sympathique, avec des petites vibes un petit peu, un peu light mais Disco Elysium. Et j'ai fini le jeu que je vais tester cette semaine. Moi, si je te dis que j'ai joué à Zelda, est-ce que c'est toujours original? Déjà, ça ne l'était pas la semaine dernière, est-ce que là, ça l'est? Non, toujours pas. Non, parce que je crois que quasiment tout le monde joue à Zelda, en fait. Aïe. Mais j'ai pas fait que ça. J'ai joué à deux autres jeux aussi. J'ai trouvé un tout petit peu de temps pour jouer à Final Fantasy Final Bar, toujours. Tu sais, le jeu de rythme que j'avais présenté à l'épisode 19, et Returnal. C'est vraiment les deux jeux qui quittent jamais ma console. Je relance des petites sessions de temps en temps. Mais sinon, ouais, Zelda. Ouais, c'est clair, carrément. Et d'ailleurs, je crois qu'on va en parler aujourd'hui. Dis-nous un petit peu le sommaire du jour. Alors oui, sommaire du jour. Donc on va parler un petit peu Zelda, en fait. Donc on va parler des ventes de Zelda et un petit peu de tes premières impressions. On va parler aussi de Stray, du rachat Activision Blizzard, on va parler de Mortal Kombat 1, et pour finir, on va parler d'Ubisoft, ça c'est pour les news. Au niveau du test de la semaine, on va parler du jeu Unmetal, un test qui m'a été recommandé par un auditeur. Et pour finir, on va parler du jeu de plateau Wingspan. Générique, on attaque. On attaque, c'est parti. Donc en effet, on commence, comme on l'a dit en intro, en toute originalité avec Zelda Tears of the Kingdom, donc la suite du Breath of the Wild que tout le monde connaît, pour dire que les chiffres sont tombés, Kira. Les chiffres sont tombés et c'est une avalanche de Zelda sur le monde. 10 millions de copies à l'heure où on se parle en 3 jours, donc c'est les premiers chiffres qu'on a entendus, 500 000 en France. Ça envoie du gros. Ça envoie du très très lourd. À titre de comparaison, Pokémon Violet et Écarlate avait fait à peu près pareil, 10 millions de ventes sur la même période, mais avec deux versions de jeux différentes quand même. Il y a souvent les joueurs qui achètent les deux Pokémon, donc ça compte aussi. Il faut se dire que ce nouveau Zelda dépasse en termes de vente tous les autres Zelda, sauf Breath of the Wild, mais déjà en 3 jours, il a fait mieux que Wind Waker, il a fait mieux que Ocarina of Time, enfin bref. Il les a tous dépassés. Oui, quand même. Et toujours pour rester un peu dans la comparaison, Skyrim avait fait 7 millions en une semaine sur toutes les plateformes. En plus, Skyrim, c'est sorti sur beaucoup de plateformes. Red Dead Redemption 2 avait fait 10 millions, mais en 2 jours, donc mieux. Sauf que pareil, c'est toujours du multiplateforme. Et le record, est-ce que tu sais quel est le jeu le plus distribué le plus rapidement possible de l'histoire? Un jeu que t'adores. Je dirais GTA 5. Bravo, GTA 5, là pareil sur 2 plateformes, PS3 et Xbox 360, mais ils avaient fait 16 millions en 3 jours, donc raz-de-marée aussi. Mais on peut se dire une très belle performance pour une Switch que tout le monde voyait mourir et que Nintendo était à la traîne, tout ça. 10 millions en 3 jours, qu'est-ce que ça t'inspire ça? Oui, c'est un beau raz-de-marée, donc je pense que les ventes vont durer sur le long terme. Les gens ne sont pas tous enflammés non plus pour que ce soit Day One, on va dire, que ce soit acheté Day One. Donc après, c'est un jeu qui était très attendu, puis c'est vrai que le premier, comme tu l'as dit, Breath of the Wild, c'était très très bien vendu, donc forcément, oui, le jeu va avoir du succès, quoi. Et puis le parc est bien installé aussi. Le parc est très bien installé, et ça me fait dire aussi que peut-être sur la durée, Nintendo aura certainement envie de faire durer encore un petit peu sa Switch, puisque voilà, il y a des jeux, ils se vendent sur le long terme, et ça donne un petit peu raison à la stratégie de Nintendo. Et donc, pour vous donner un petit peu mon premier ressenti, parce que c'est vrai que c'est un test qui va prendre un petit peu de temps, je vais essayer de faire vite, mais voilà, il y a quand même beaucoup d'heures de jeu à faire pour ce jeu-là. Mais mes premières impressions, au bout de 10-15 heures de jeu, tu sais que j'avais une grosse hype en plus par rapport au trailer, donc j'ai pas été déçu. C'est vrai que le début m'a tout de suite happé dans l'ambiance. En termes de gameplay, toutes les innovations qu'on voyait au travers des trailers, comme amalgame, emprise, toutes ces petites fonctionnalités de créativité,
c'est vrai qu'elles marchent bien, elles fonctionnent, elles sont sympas à utiliser. Le petit côté exploration que j'adore avec la compétence infiltration, tu sais, qui permet, quand tu es dans une grotte, de sortir par le haut, traverser toute la grotte et arriver à l'étage. Enfin, ça, c'est assez rigolo. Et moi, ce que je préfère, au-delà du côté créatif, c'est pas trop mon truc, ça, Kira, tu sais, d'assembler des trucs. On a déjà vu sur Internet des gens qui ont fait des dingueries avec le jeu. Moi, je préfère mon petit cheval pour me déplacer, oui, c'est vrai. Mais le côté aventure, voilà, ça, à chaque fois, je découvre des nouvelles choses, des grottes, des ennemis, des coffres. Enfin, c'est ce côté-là qui, moi, m'attire vraiment énormément. Plus le côté exploration que création, c'est vrai. On se retrouve vraiment dans un immense bac à sable. Donc, mes premières heures, j'ai eu cet effet waouh, surtout avec la verticalité, les îles célestes, etc. Donc, pour l'instant, je vais pas me mouiller, je vais attendre la fin du jeu, parce que voilà, on aime bien aller à la fin du jeu pour faire nos chroniques. Mais pour l'instant, Kira, ça fonctionne. L'émerveillement est là. Je suis à fond dans l'histoire, je suis pas déçu. Je reste un peu sur ma réserve parce que je me dis sur la durée comment je vais vivre l'expérience, mais pour l'instant, franchement, j'apprécie. Oui, puis j'ai lu que la partie craft et construction était hyper facultatif en fait. Ça servait dans certains donjons, mais sinon à l'extérieur, on n'est vraiment pas obligé, quoi. Et ben ouais, carrément. Et c'est ça où j'ai trouvé que Nintendo a bien pensé son gameplay parce que le côté purement créatif, tu vois, m'aurait déplu. Et finalement, il y a 2-3 énigmes avec pas les donjons, mais les sanctuaires à faire qui sont bien pensés. Et au-delà de ça, c'est vrai que tout est facultatif. Tu vois, moi je te dis, je me déplace en planant avec mon cheval, vraiment en mode un peu roleplay et tout. Oui. Donc, je pense que toi, si tu y joues, t'apprécieras plutôt ce côté-là comme moi. D'accord, bah oui, il faudrait que je teste à l'occasion. Et en plus, le génie de Nintendo, c'est qu'avec ce côté ultra créatif, il y en a partout. Tout le monde sur les réseaux sociaux partage ces petites créations, oui, c'est les trucs rigolos qu'ils ont réussi à faire. Et tu vois, c'est ça qui donne du souffle au jeu et qui va durer, je pense, sur une très très longue durée, une très longue période. Oui, c'est ça le côté communautaire et ça fait un peu de la pub, quoi, aussi. Donc, mine de rien, ça va jouer pour... Marketing gratuit. Tout à fait, ça va jouer pour les ventes du jeu, quoi. Stray, le petit chat, l'exclu temporaire PlayStation, vient manger dans la gamelle du voisin. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous le savions depuis juin dernier, Stray était une exclusivité temporaire qui s'arrête et le SRB, l'organisme de classification des jeux, liste le titre sur Xbox One et Xbox Series XS, ce qui suggère qu'il s'apprête à débarquer prochainement sur les consoles de Microsoft. Reste plus qu'à attendre l'annonce officielle du studio et de son éditeur avant de se réjouir, bien sûr, parce qu'encore une fois, c'est pas parce que le jeu est listé qu'il va avoir une sortie imminente. Ça, c'est aussi à contrebalancer. Pour rappel, Stray est un titre assez original qui propose d'incarner un chat dans un jeu d'action-aventure à la troisième personne se déroulant dans un univers cyberpunk. Jeu que tu nous as d'ailleurs mis dans tes GOTY de l'année dernière. Ouais. Tu avais révélé lors de ton test que la réalisation était ultra soignée et une ambiance de folie. Donc si vous ne connaissez pas le jeu, vous pouvez retrouver notre test dans l'épisode 2 de notre podcast. Donc ce qui nous remonte quand même à quasiment 1 an en arrière maintenant. Soyez indulgents avec nos débuts. C'est vrai que si vous écoutez l'épisode 2 après celui-ci, on serait curieux d'avoir votre avis. Ouais, mais en tout cas, Stray, c'était pas tout grand jeu. Que j'avais beaucoup aimé, je t'ai pas arrêté de t'en parler. Il était déjà sorti sur PC et PS5 comme tu l'as dit. Day One dans le PS Plus, donc là faut espérer qu'il soit Day One dans le Game Pass, que je pense, ça a l'air d'être leur stratégie. À mon avis, c'est possible, oui. Je pense qu'il sera révélé, tu sais, pendant le Xbox Showcase, enfin toutes les grosses confs de Xbox qui arrivent. Il y a des chances, tu vois, ce serait comme un petit pied de nez en plus de le montrer, de le mettre en avant lors de cette conférence. Oui, c'est clair, pour montrer que finalement il est quand même sorti, quoi. Et n'oublions pas que oui, au Game Awards, il a eu le titre du meilleur jeu indépendant, au Pégase, donc là, comme les Game Awards, mais en France, meilleur jeu vidéo et meilleur jeu indépendant, donc il a eu les deux plus grands prix. Donc allez-y, franchement, ce serait une très très bonne nouvelle que ça sorte sur Xbox pour que tout le monde puisse, le plus grand nombre de joueurs en tout cas, puisse se mettre la patte dessus. Activision Blizzard King refait parler de lui. On avait dit qu'on parlerait pas trop de rachat, mais bon là, force est de constater qu'il y a des actualités fortes autour de ce rachat. Donc rappelons le refait. Oui, exactement. À un moment, il faut bien y passer, sinon on va nous le faire dire. Donc la Commission européenne, donc c'est une très bonne nouvelle, valide le rachat. Donc on se rappelle que la CMA, donc l'organisme de régulation de la concurrence
britannique avait refusé. Et donc là, l'Union européenne, c'était très attendu, à valider, sans trop de surprise. Hein. On se doutait un petit peu qui validerait, sachant que ce qui est très intéressant dans le rapport, et j'en dirai pas beaucoup plus parce que finalement c'est le plus intéressant, c'est que l'Union européenne partage les craintes de la CMA. Ils disent sensiblement, les deux organismes disent la même chose, mais là où j'ai trouvé l'Union européenne beaucoup plus constructive, c'est qu'ils ont validé mais en donnant encore plus de conditions. Et les conditions qui sont toujours attraites au cloud, qui sont donc on accepte le rachat à condition que les jeux Activision Blizzard King, vraiment ceux-là, hein, pas les jeux Microsoft, mais vraiment les jeux Activision Blizzard, soient diffusés gratuitement. Enfin, pas à partir du moment où on possède la licence, évidemment, il faut avoir soit acheter le jeu, soit l'avoir dans le Game Pass. Enfin bref, il faut avoir le jeu. Et si c'est le cas, on pourra l'avoir aussi sur les autres plateformes de streaming, de cloud, quel que soit le navigateur, quel que soit le système d'exploitation. À partir du moment où on a une licence Activision Blizzard, on pourra l'utiliser partout, pas que sur l'écosystème Microsoft. Et ça, c'est la décision, la condition que pose l'Union européenne. Et en plus, ils disent qu'ils vont mandater un indépendant qui sera missionné, enfin un mandataire indépendant qui sera missionné à surveiller l'application de cette décision. Oui, donc ils disent OK, mais on donne nos garde-fous. Et ça, j'ai trouvé ça super pertinent. Enfin, pour moi, tu vois, c'est constructif. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, je suis d'accord avec toi. Ils ont aussi précisé que la CMA avait peut-être surestimé un peu la force de frappe du cloud de Microsoft après ce rachat, et que c'est aussi pour ça qu'eux ont accepté de l'autre côté, en fait. Donc bon, on n'a pas fini d'en entendre parler, comme on dit. Mais tu as raison de le préciser, c'est vrai qu'ils disent que le marché du cloud gaming aujourd'hui représente que 1% du marché du jeu vidéo. Donc risque, c'est vrai, il y a, mais il reste mesuré quand même, puisque c'est un marché qui doit construire. Donc pendant 10 ans, les acteurs ont le temps de s'installer, et c'est ce qu'on se dit souvent, Kira, un Microsoft fort et puissant, ça pousse aussi Sony à sortir de ses retranchements. Si Sony alimente aujourd'hui le PS Plus Extra tel qu'il le fait, avec des très grosses licences, des jeux attractifs, moi je le dis, c'est grâce à Microsoft aujourd'hui. C'est clair. Et aussi, info de toute dernière minute là, que j'ai vu juste avant d'enregistrer, la Chine, Kira, valide aussi le rachat de Activision Blizzard. Oui, donc c'est que c'est ça. Là, après, on n'avait pas vraiment de doute sur le rachat au final, mais en l'état, c'est vrai que mine de rien, ça devient de plus en plus imminent, et on le sent aussi du côté Sony, qui a l'air d'ouvrir les vannes pour la présentation de leur futur jeu, leur showcase, leur deuxième partie leur deuxième cycle de vie, comme tu le dis. Donc je pense que c'est aussi lié à ça, en fait. Ils ont fait traîner au maximum, et maintenant qu'ils voient que ça va se faire direct, ils ouvrent les vannes pour montrer qu'à côté ils ont ce qu'il faut, quoi. En fait, ils ont joué la montre essentiellement, je pense. Oui, certainement. Et puis, il faut quand même se dire, c'est rassurant de voir des organismes de la concurrence se pencher sur la question. Pour certains refuser, d'autres accepter. Ça montre que les grosses entreprises, Microsoft reste un GAFAM. Donc, il faut évidemment mettre des garde-fous quand c'est nécessaire. Donc, pour moi, c'est plutôt sain tout ce qui se passe, même si les joueurs ont tendance des fois à s'enflammer, c'est vrai. Mais laissons faire ces institutions, et je pense que de toute façon, comme tu l'as dit, il n'y a pas grand mystère, ça se fera, et c'est une bonne chose. Pour continuer, on va parler de jeux de baston, de tripaille, de gore. On va parler de Mortal Kombat 1. Donc, et pourquoi ? Parce que des personnages importants ont été évoqués, on va dire. Donc Ed Boon, le journaliste de Windows Central, a déjà commencé le teasing la semaine dernière sur le nouveau Mortal Kombat. D'ailleurs, une bande-annonce est déjà disponible. Il a également mentionné Peacemaker, de la série Peacemaker, du coup, le protecteur de la série The Boys, Jean-Claude Van Damme et Conan le Barbare en guest, donc disponible en DLC bien sûr, pour le prochain Mortal Kombat. S'il est encore trop tôt pour savoir de quoi il retourne, tonton Arnold pourrait potentiellement devenir un habitué de la franchise. Il était déjà présent dans Mortal Kombat 11 où il incarnait le Terminator. C'est Jean-Claude Van Damme, le premier, qui va arriver en fait, car lui c'est un skin pour Johnny Cage. Donc la boucle est bouclée, car au départ, Johnny Cage, son inspiration principale, c'était Jean-Claude Van Damme en fait. Donc c'est marrant de le voir, de le voir arriver sous ses traits, oui tout à fait, de le voir arriver sous ses traits dans le jeu. Mortal Kombat
Combat 1 on va dire, est une sorte de soft reboot, car il est situé dans un univers renaissant créé par le dieu Liu Kang, qui a fini par sortir vainqueur à la fin de Mortal Kombat 11 en fait. Et dans la bande-annonce, nous voyons un Raiden sous forme humaine et un jeune Kang Lao et le fameux Fire God Liu Kang, ainsi que le retour de Kitana et Melina, donc deux personnages très très appréciés. Comme on pouvait s'y attendre, Scorpion et Sub-Zero font leur apparition, Shang Tsung est également de la partie, mais en bonus de précommande, celui-ci. Il est à noter également qu'une version bêta sera disponible en août sur PlayStation et Xbox pour les personnes ayant précommandé le jeu également. Bon, comme on l'a dit tout à l'heure, la bande-annonce envoie du gros quand même, hein, c'est hyper violent et tout, c'est tout ce qu'on demande d'un Mortal Kombat. Le côté guest en DLC, bon, c'est cool, on sent que Warner a toujours envie de faire un jeu All-Star, on va dire. Faut qu'il fasse un jeu All-Star, ça serait bien. On a eu beaucoup de guests passionnants pertinents dans les derniers Mortal Kombat. Donc on a eu Robocop, Rambo, on a eu Leatherface, Alien, Predator, enfin, ils ont vraiment mis tout ce qu'ils pouvaient. Et donc là, pour les premières guests, c'est plutôt drôle, car c'est des personnages très actuels, hein, pour Pacemaker et le Protecteur. Mais Conan le Barbare en DLC, mais carrément, quoi. Moi, je suis chaud, en tout cas. Je sens que tu vas raquer, toi. Oh, bah, de toute façon, je raque toujours, hein, quand c'est Mortal Kombat, parce que bon, bah, forcément, je les prends tous, quoi. Ah, c'est ta licence de cœur de combat ? Ouais, c'est vraiment le seul jeu de combat sur lequel je m'amuse, en fait, hein, clairement. Parce que je suis pas jeu de combat de base, mais c'est tellement n'importe quoi, excessif, et puis avec des persos très cool, forcément. Bon, bah, voilà, quoi. Et même Soul Calibur, ça te referait pas toucher un jeu de combat si ressortait un Soul Calibur. Même Soul Calibur, tu vois. Soul Calibur, Tekken. Attends, la Dreamcast, c'est ta console chouchou. Ouais, je sais, mais tu vois, là, il y a les personnages, quoi. Ouais, là, il y a les personnages, ouais, je suis d'accord. Toi, moi, je suis désolé, mais jouer Jean-Claude Van Damme face à Conan le Barbare, ça me vend plus du rêve que de voir des mecs avec des épées, quoi. Et puis même en soirée, c'est rigolo, tu vois, entre potes, là, t'as tout de suite un délire qui est différent, c'est plus rigolo. Quand tu fais une fatalité de ouf et que tu humilies ton pote sur le canapé, bon, bah voilà, quoi. Bon, faut les réussir, les fatalités. Ah, elles en ont... Bon, il y en a toujours qui sont difficiles, mais elles sont moins difficiles qu'avant, en fait. Maintenant, c'est devenu plus accessible, on va dire. Moi, il y a le seul truc, tu vois, que je remarquerai un petit peu, c'est que le jeu est pas sorti, il t'annonce déjà des DLC. Moi, c'est le seul truc, mais c'est pas lié à Mortal Kombat. Hein. C'est toutes les licences, ça me saoule quand ils font ça. Mais bon, là, je pense que ce sera un jeu, t'auras ton Season Pass et tu vas débloquer un max de skins, de personnages, donc c'est plutôt cool. Après, pour Mortal Kombat, ils l'ont toujours fait dans le sens où quand tu achètes le jeu de base, donc tu as tout le roadster Mortal Kombat avec l'histoire Mortal Kombat, mais ils ont toujours annoncé les guests en avance, car au final, c'est comme s'il y avait un deuxième jeu dans le jeu, en fait. Des persos qui ont vraiment rien à voir avec l'univers de Mortal Kombat, quand tu vois Rambo arriver face à Robocop, bon. Et en fait, c'est aussi, je pense, leur façon à eux de s'éclater avec leurs licences, les licences Warner, en fait. Donc c'est plutôt cool. Ouais, peut-être qu'ils nous feront une suite au dernier film Mortal Kombat. Hein. Il y a une suite en cours. D'ailleurs, le tournage devrait commencer dans pas longtemps. Parce que moi, j'avoue, petit péché mignon, j'ai bien aimé ce film, Mortal Kombat, le dernier. J'ai bien aimé. Bah moi un peu moins dans le sens où c'était pas Mortal Kombat, ça se passait avant le Mortal Kombat en fait. Peut-être que dans le prochain on verra le tournoi, ce qui serait cool. Après voir pareil qui vont prendre pour jouer Johnny Cage. Ouais, toujours ça. Jean-Claude est un peu vieux. Un petit peu. Bon, on va finir ces news sur pas la meilleure nouvelle. Hein. Peut-être qu'on n'aurait pas dû finir là-dessus d'ailleurs, mais en tout cas, mauvaise nouvelle pour Ubisoft. Donc moi, ce qui m'ennuie, c'est que j'aime bien en plus quand on promeut tous les deux les entreprises françaises de jeux vidéo. Là, c'est en plus le fleuron de l'industrie française, hein, Ubisoft, mais ça va pas très très bien. Donc on connaît Ubisoft, toi t'es un grand fan des Assassin's Creed, Far Cry. Moi j'avoue que je m'y retrouve un peu moins à part Mario et les lapins crétins, là, le dernier chez Ubi. Mais en tout cas, voilà, c'est mythique hein, comme studio. Et leurs résultats, ils sont dans le rouge sur le dernière année fiscale. Donc avec une perte de quasiment 500 millions d'euros sur 1,8 milliard de chiffre d'affaires. Donc, chiffre d'affaires qui en plus baisse et les résultats sont en négatif. Donc ce qui fait d'autant plus mal, je trouve, c'est que tous les autres gros studios présentent des chiffres historiques. Capcom a jamais aussi bien fonctionné que maintenant, EA aussi. Le monde du jeu vidéo aujourd'hui est hyper dynamique, a pas connu la crise du Covid, et Ubisoft
galèrent toujours, ce qui a engendré des arrêts de projet, des jeux annoncés qui finalement stoppent. Donc c'est assez compliqué en ce moment pour Ubisoft, sachant que les dirigeants, pour rassurer, ont reparlé de leur très très grosse sortie qui arrive. Donc je suis moins calé que toi, Kira, donc tu me corriges si je dis des bêtises, mais il y a un Assassin's Creed Mirage qui arrive, il y a le jeu Avatar, il y a Rainbow Six Mobile a priori, Skull and Bones, je crois que tu suivais un peu le truc, moi un petit peu moins. S'il sort toujours. Ouais, s'il sort toujours, parce que tu en as parlé aussi en podcast des différents reports. Il y a du The Division, The Crew, et un autre gros jeu qu'ils n'ont pas trop annoncé, mais en tout cas ils essaient de rassurer comme ils peuvent. Ils disent qu'il y a de beaux jours devant eux, mais après ça c'est des communications qui sont surtout là pour rassurer les investisseurs, évidemment. Donc pas une bonne période pour cette très belle entreprise de jeux vidéo. Je pense que ça sent même le rachat, tu vois. Quand tu vois une entreprise qui est autant à terre comme ça, parce qu'on peut dire que là elle a salement chuté, et qui a autant de licences porteuses, ça sent le rachat soit sauvage en mode OPA, tu vois, ou vraiment parce que même le deal qu'ils ont signé avec Tencent, tu vois, ça semble pas les remonter vraiment, quoi. Et c'est vrai que dernièrement, Tencent, à part les lapins crétins et Just Dance, ils n'ont pas sorti grand-chose. Et en plus, qui ont déçu visiblement en termes de vente. Ouais. Après, reste à voir, on n'a pas vraiment les chiffres. Mais oui, tu as raison, quand les gros studios comme ça sont en perte de vitesse, Bethesda, ZeniMax s'est fait racheter d'un peu dans ces circonstances-là. Activision n'était pas non plus toujours au top de sa forme, avec plus des problèmes structurels que financiers. Mais ouais, moi je vois bien Tencent du coup avaler, Embracer Group peut-être se mettre dans bref, il peut se passer des choses, en tout cas ce serait le moment, c'est vrai. Donc à voir ce que ça va donner. En plus, l'Assassin's Creed Mirage a été décalé en fin d'année, a priori ça serait aux alentours du mois d'octobre-novembre. C'est les sorties historiques généralement des Assassin's Creed, sauf grosse sortie vraiment de ouf qu'ils pourraient avoir en face. Ça fait un peu tard aussi, parce que le jeu à la base était prévu pour mars, donc ouais, je trouve que ça pue quand même pour Ubisoft. C'est dommage. Et Avatar, t'y crois un petit peu ? Oui, j'ai envie d'y croire un petit peu, parce que j'aime beaucoup l'univers d'Avatar, et puis c'est un univers qui est propice aux jeux vidéo, en fait, avec des îles volantes, des choses comme ça, et tout. C'est vrai qu'on peut même rajouter quelques phases de plateforme, par exemple, ça ne dénaturerait pas avec l'ambiance du truc, avec l'expérience. On aura un rendu un peu cinématographique, pourquoi pas. Après, ça reste Ubisoft, monde ouvert, Far Cry, tu vois, c'est un peu ce qui me fait peur. J'ai pas envie de me retrouver avec un skin Avatar dans leur Far Cry 6, quoi. Pour peu qu'ils rajoutent du light RPG, et là c'est la fin, quoi. Affaire à suivre. En tout cas, on va clôturer sur cette touche un peu plus négative, mais je crois que tu vas nous remonter le moral avec un jeu dont pas beaucoup de gens parlent, donc on a fait ce pari. En plus, tu viens, nos auditeurs te l'a suggéré ou à réclamer la chronique. Donc tu vas nous parler de Unmetal, dispo un petit peu partout. Donc vas-y, on t'écoute. Je connais pas trop ce jeu, j'avoue. Exactement. En fait, c'est dans la continuité de mes chroniques Metal Gear. Donc, après avoir testé Metal Gear et Metal Gear 2, en fait, on m'a proposé de faire le test de Unmetal, qui est on va dire un pastiche de Metal Gear Solid. Unmetal, pas Metal Gear Solid, Metal Gear tout court, on est vraiment sur du pixel art à l'ancienne. Donc Unmetal est un jeu d'action furtivité aux petites touches d'humour, on va dire même aux grosses touches d'humour, qui est sorti sur toutes les consoles, même la PlayStation Vita, c'est dire. C'est aussi du rétro gaming, on peut dire, car le jeu est sorti en 2021 maintenant, donc ça commence à faire quelques temps. Il est développé par Unepic et entièrement du moins, et édité par Versus Evil. Donc c'est deux petites boîtes en fait qui ont fait un jeu avec amour, on va dire. Au niveau du synopsis, donc ça se passe en 1972. Vous incarnez Jesse Fox, qui n'est clairement pas un commando d'élite et qui se retrouve jeté en prison pour un crime qu'il n'est pas commis. Et quand je dis ça, c'est vraiment texto. C'est on vous arrête pour un crime que vous n'avez pas commis. Enfin, tu vois un peu le truc. Vous devez donc vous échapper, mais l'aventure va prendre des proportions inattendues. Donc suite à cette évasion réussie, vous serez intercepté et interrogé par les membres de l'OTAN. Ainsi commence cet improbable rapport d'effet. Car oui, tout le jeu est un flashback. C'est-à-dire vous êtes dans une salle d'interrogatoire et vous racontez ce qui s'est passé en fait.
Donc du coup, les auteurs ont décidé de s'amuser un petit peu avec cette technique de narration, dans le sens où des fois, votre personnage va changer d'avis et ça va changer la map en fait, ou ça va changer certaines choses que vous allez rencontrer sur le long du jeu, quoi. C'est très très bien foutu et moi ça m'a beaucoup plu en fait. Surtout qu'en plus le jeu se permet de briser le 4e mur un petit peu à la Deadpool en fait, et donc on peut se retrouver avec des flashbacks dans le flashback dans le flashback en fait. Donc ce qui est vraiment très très drôle. Donc, comme je le disais, Unmetal est un jeu d'aventure et d'action, infiltration, qui parodie brillamment les éléments classiques des jeux de Metal Gear, surtout, mais des jeux d'infiltration de l'ère 8 bits, tout en rendant hommage à la célèbre saga. Avec son ton humoristique et ses références à la pop culture, Unmetal parvient à nous captiver dès le début de l'aventure. L'un des points forts du jeu, c'est son scénario hilarant. Vraiment, je me suis tapé des barres, mais t'imagines même pas. J'ai un ami qui est à la maison hier, il a vu une scène, il a éclaté de rire, il a dit « mais c'est quoi ton jeu ?» Enfin, le protagoniste, Jesse Fox, se retrouve piégé dans une prison militaire et doit utiliser toutes ses compétences et son intelligence pour échapper à ses poursuivants. Le jeu présente des dialogues comiques et des situations absurdes qui vous feront marrer tout au long de l'aventure. Les références et les clins d'œil à la série Metal Gear sont bien exécutés, ajoutant une dimension supplémentaire à l'histoire. Du point de vue du gameplay, le jeu propose des mécaniques d'infiltration vraiment classique, on se retrouve dans le même gameplay que Metal Gear 2, excepté que maintenant on utilise un stick en fait, ce qui rend le jeu beaucoup plus maniable, on va dire. Si vous voulez vous faufiler, résoudre des énigmes ou même combattre des gardes en utilisant une variété d'armes et d'objets traditionnels ou d'autres plus exotiques, c'est possible. Les contrôles sont donc intuitifs et réactifs et la prise en main surtout est très rapide en fait, car il y a toujours un espèce de micro-tuto. Par exemple, tu vas commencer le jeu, tu vas voir que tu peux péter une caisse. Donc qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas essayer de casser les autres caisses à côté en fait. Et là il y a le gars qui t'interroge dans le présent qui fait mais pourquoi vous avez tapé les caisses comme ça en sortant ? C'est complètement con. Et là, le personnage fait oui je sais, j'étais un peu stressé et tout, même moi en y repensant je trouve ça un peu ridicule. Enfin il y a vraiment cette façon d'expliquer les choses qui marche super bien. Les environnements sont bien conçus, c'est varié, ça va des couloirs étroits d'une prison à des vastes extérieurs comme une jungle. La bande son accompagne parfaitement l'action avec des morceaux entraînants qui s'accordent bien avec l'atmosphère du jeu. Cependant, il convient de noter que la durée de vie d'Unmetal est relativement courte. Moi, j'ai mis 8 heures à le finir et j'aurais pas craché sur 2 heures de plus. Ça, je te le cache pas. Le jeu compense quand même sa durée de vie par une rejouabilité, nous encourageant à découvrir des secrets, faire des choix différents et essayer différentes approches. Car oui, il y a des choix dans le jeu. Et ce qui est marrant, c'est qu'au début, les choix sont limpides. Genre, vous arrivez dans les égouts, en face de vous, ça dit vous faites attaquer par des rats ou des écureuils, tu vois. Ouais, moi j'ai choisi écureuil pour me marrer, donc là il fait tout un speech sur le fait que c'est des écureuils mutants qui ont été jetés dans les toilettes, qui se sont reproduits super vite, enfin un truc complètement débile. Mais au fur et à mesure que tu vas avancer, les choix tu vas rien comprendre. Genre tu vas avoir 3 lettres, une lettre, tu vas choisir un petit peu ce qui vient et tu peux te retrouver avec des solutions complètement débiles. Genre à un moment il dit j'arrive dans un couloir et là qu'est-ce que j'ai vu ? Donc t'as 3 choix différents, j'ai rien compris au choix. J'ai cliqué sur un truc qui s'appelait SH je sais pas quoi et en fait il y a 200 moutons qui ont apparu dans le couloir en fait. Je vais vous publier le screen. Et donc tu te retrouves avec 200 moutons dans le couloir que tu vas devoir traverser, du coup ça te ralentit forcément. Mais je me demande ce qu'étaient les 2 autres choix. Donc c'est vraiment... Ça donne envie presque de le refaire. Pour voir les autres choix. Exactement en fait, c'est ça qui marche bien justement. L'humour est omniprésent, donc c'est ce que je suis en train de vous dire. Ça se manifeste à travers plusieurs éléments de jeu. Tout d'abord, le personnage principal est un anti-héros maladroit, sarcastique, qui se retrouve piégé dans une base militaire contre son gré et surtout pour un crime qu'il n'a pas commis, je le rappelle. Ses commentaires et ses réactions comiques aux différentes situations auquel il est confronté ajoute une touche, on va dire, d'humour parfois très très noir, ce qui est vraiment ma came, on va dire. Le jeu se moque également des clichés et des stéréotypes des jeux d'action en exagérant pour en faire un élément vraiment parodique. Par exemple, Jesse Fox est constamment poursuivi par des gardes de sécurité incompétents, qui sont facilement trompés par ces ruses les plus simples. Les dialogues entre Jesse Fox et les autres personnages du jeu sont souvent drôles et décalés, mettant en évidence l'absurdité de la situation dans laquelle il se trouve. Car par exemple, il est interrogé, il se rappelle plus des noms des gens, donc il appelle tout le monde Mike.
Donc pendant tout le jeu, les gardes vont s'appeler Mike entre eux, le boss il s'appelle Mike. Enfin, tout le long du jeu c'est comme ça, donc c'est plutôt drôle. Le jeu utilise également des références à la culture pop et à d'autres jeux vidéo pour renforcer son humour. On peut retrouver des clins d'œil à des films célèbres tels que Die Hard, Terminator, James Bond ou Rambo. Des jeux vidéo comme Double Dragon, Metal Slug, Monkey Island pour ne citer que. Ces références ajoutent vraiment une dimension comics supplémentaire et vraiment bienvenue. L'humour est donc un élément essentiel à l'expérience de jeu. Je m'attendais pas à ça vraiment. On m'a dit que c'était bien, je m'attendais à un jeu sérieux, mais en fait pas du tout. Donc j'ai vraiment passé un excellent moment. Il contribue à créer une atmosphère légère et divertissante en offrant des moments de rire, mais je te jure, j'ai un moment je pouvais plus jouer quoi, tellement je me marrais. Donc dans l'ensemble, c'est un jeu que je recommande fortement aux amateurs de jeux d'infiltration, bien sûr, de jeux de Metal Gear par exemple, et surtout de personnes qui ont envie de tester quelque chose de différent, car déjà par son humour décalé, son gameplay engageant et ses références bien exécutées. C'est une expérience unique, concrètement, j'ai pas joué... clairement, j'ai pas fait d'autres jeux aussi drôles comme ça, tu vois. Même un jeu comme Retro City Rampage, qui est un peu comique et tout, qui essaye de lorgner un peu sur la culture pop, n'est pas aussi abouti que celui-ci. Donc, j'aimerais bien une suite, moi, clairement, ça serait cool. Donc, si vous êtes à la recherche d'un jeu léger, amusant, et avec un beau pixel art, foncez, quoi. Unmetal est un jeu pour vous, je vous le recommande. Au niveau des plus, j'ai noté l'ADA, le pixel art qui est très cool, le gameplay aux petits oignons parce que ça se joue très très bien, la coop qui est vraiment bien fichue, qui donne un côté Double Dragon justement, l'humour proche de Deadpool, et puis au-delà de la parodie, c'est un bel hommage à Metal Gear en fait. Et c'est là-dessus que je voulais insister, dans le sens où c'est un jeu parodique, mais on sent que les créateurs ont compris ce qu'était Metal Gear et ont fait vraiment une belle parodie. Et c'est pour ça que j'ai appelé le titre de ma chronique le jeu vidéo tient son Hot Shot, en fait, car Hot Shot est une parodie de Rambo ou même de Top Gun, mais c'est une parodie qui est faite avec amour, dans le sens où en fait ils ont compris vraiment le film. Avec respect, ouais, ok. Voilà, pour détourner les codes et en faire quelque chose de débile par moment, mais de vraiment très drôle. Et là c'est pareil. Pour finir, j'ai 2 points négatifs. Le premier, c'est un peu punitif inutilement, voire par moment Die and Retry. Ah oui. Okay. On commence 15 fois le même niveau parce que c'est un peu chaud, enfin un peu le même niveau, on va dire le même sprite, parce que c'est un peu chaud. Une fois que tu as compris le système, ça passe tout seul, mais parfois voilà, c'est dommage, c'est que ça, tu perds un peu de frustration. En fluidité. C'est ça. Ouais, okay. De la frustration, oui et non, parce que je pense que la frustration doit faire aussi partie du jeu vidéo, en fait. De l'expérience, c'est aussi une façon d'appréhender les jeux. Mais c'est juste que par moments, c'est un peu punitif et je trouve que c'est un peu dégueulasse, quoi. Et je n'aurais pas dit non à 2-3 heures de jeu de plus. Donc voilà, tu as fait 8 heures, c'est ça ? Ouais, j'ai fait à peu près 8 heures. Donc voilà tout mon ressenti pour cette petite pépite indé que je vous recommande fortement. Mais le côté humoristique, franchement, ça donne grave envie. Et tu parlais de coop, le jeu est jouable entièrement en coop, du début à la fin, ou c'est un mode particulier ? C'est un mode particulier en fait. J'ai testé vraiment pas longtemps, mais le peu que j'ai testé, c'était plutôt drôle en fait. Mais non, c'est plutôt des maps en fait que tu vas faire en coop. À la Street of Rage, quand t'enchaînes les maps et les stages et t'as des ennemis à la chaîne, c'est ça, peut-être. Street of Rage, ou plus à la Double Dragon, on sert de ses points avec un petit système, avec un pixel art un petit peu déformé et tout. C'est vraiment autre chose. Et il y avait quelque chose que j'avais adoré dans ta chronique de Metal Gear 2, donc la dernière que t'as fait sur ton fil rouge Metal Gear, c'était la volonté d'Hideo Kojima de faire du jeu le moins létal possible, que tu aies des armes alternatives, les grenades, enfin tu avais expliqué un petit peu tout ça. Est-ce qu'il y a ça aussi dans le jeu, tu peux le faire sans tuer personne ou non, parfois tu n'as pas le choix? Alors oui, parce qu'ils ont poussé le vice en fait. En gros, à un moment, tu vas rencontrer l'infirmière en fait qui est débordée parce que t'as pété la gueule à la moitié de la base, et du coup, elle se retrouve avec des gens blessés en fait. Et donc, elle a trop de taf et tu vas te retrouver avec un flingue. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'elle va te filer des medikits. Donc, t'as le droit d'avoir 6 medikits sur toi, tu vois. Et elle va te dire, à chaque fois que vous tirez sur un mec et qu'il est blessé, il faut le soigner. Parce que si vous le tuez, en fait, en gros, elle aura trop de boulot, ça sera compliqué, elle veut pas de ça. Okay. Et donc, du coup, tu vas devoir
t'adapter, c'est-à-dire entre le chloroforme pour les endormir, le corps à corps pour les frapper, t'as d'autres armes plus exotiques comme un lance-pierre que tu fabriques avec un cache-œil, tu vois, et tu shootes les mecs avec des billes d'uranium pour les endormir, tu vois. Mais si tu leur tires dedans au flingue, ils sont blessés en fait, donc tu dois devoir panser la plaie et les soigner en fait pour éviter qu'ils meurent en fait. Donc du coup, t'as un flingue qui est hyper fort, mais tu peux pas l'utiliser comme tu veux en fait. Donc oui, tu dois être non létal. Et c'est là-dessus qu'ils ont vraiment compris le truc de Hideo Kojima, c'est qu'ils ont vraiment poussé le truc au maximum, tout en le justifiant par une grosse connerie scénaristique en fait. Ah, c'est génial, parce que quand tu disais qu'ils aimaient bien tirer le trait, ou enfin exagérer quelque chose qui faisait partie de la philosophie fondamentale du jeu, là c'est un super exemple, quoi. C'est, encore une fois, ils tournent le truc un petit peu en ridicule, entre guillemets, mais c'est parce qu'ils ont compris, comme tu as dit, ce que Hideo Kojima voulait faire de sa licence et de son jeu. Donc je trouve ça encore une fois assez brillant, tu vois. Et à côté de ça, pareil, tu rajoutes par exemple pour sauvegarder, bon, t'as des sauvegardes automatiques, des petits checkpoints, mais à chaque fois que tu sauvegardes, par exemple, il faut que tu ailles dans les chiottes pour sauvegarder. Mais si tu veux sauvegarder autre part que dans les chiottes, il faut que tu pisses dans un plat bassin en fait. Donc du coup, tu vas devoir t'arrêter dans un couloir, il va devoir pisser dans son plat bassin en fait, et là ça va sauvegarder, tu vois. Donc c'est plein de petits trucs comme ça qui sont complètement tordus et tout, mais qui sont vraiment drôles parce que t'as toujours la vanne qui tombe au bon moment, tu vois. À un moment, il passe devant un baril, il y a un chat qui miaule et il y a un gars qui fait « Oh, c'est encore ce chat qui est en train de foutre le bordel ». Et à un moment, toi, tu passes, tu tapes dans le baril et ça fait du bruit. Et il y a le mec qui fait « Ah là, ça doit être encore le chat ». Et toi, tu réponds « Oui, c'est toujours le même chat », tu vois. Et le garde, il est OK. Donc forcément, le mec, il a compris que c'était pas le chat. Enfin, genre « Ah, OK, c'est le chat ». Mais quoi ? Mais non, c'est pas le chat. Enfin, tu vois. Et non, c'est vraiment hilarant, quoi. Et puis, il y a un côté Nicky Larson par moment. C'est vraiment. Et en plus, c'est une proposition originale. Enfin, comme je disais, je pense qu'il y a que nous pour parler de Unmetal en podcast, je pense. Je pense aussi, parce que j'ai voulu aller voir un petit peu s'il y avait des tests sur Internet, et il n'y en a quasiment pas, en fait, de tests de ce jeu, parce que quand on me l'a conseillé, je dis, je vais voir où je vais, déjà, voir à quoi ça ressemble. Et en fait, j'ai quasiment rien trouvé, je me suis dit, bon, on y va, quoi. Et puis, dès les premières minutes, tu comprends que le ton, il va être juste complètement léger, quoi. Et c'est pour ça, c'est une bonne parenthèse à Metal Gear, et un bel hommage. Donc il a toute sa place dans ton fil rouge de la saga Metal Gear, avec comme tu dis, le copycat humoristique du jeu. C'est ça, la parodie, mais la belle parodie, quoi. Tu l'as fait avec le Game Pass, c'est inclus dedans? Non, c'est même justement cet auditeur qui me l'a envoyé gracieusement. Il était en promo sur le live et puis il me l'a offert gracieusement d'ailleurs. Donc je remercie Old Bad Coffee pour ce superbe cadeau et cette superbe tranche de rigolade. Alors toi, les auditeurs t'offrent des jeux, c'est ça que t'es en train de m'expliquer. Exactement. Y a pas un petit problème dans l'équation là? Moi, ils sont où mes jeux? Ok. Ça, tu t'es bien gardé de me le dire. Non, mais c'est cool. Non, un grand merci à lui. Et puis ça fait une chronique hyper originale, donc plutôt carrément. Chouette. Et c'est le petit moment d'auto-promo, parce qu'en plus ça fonctionne. L'auto-promo, on se rend compte que ça fonctionne. Donc Kira, qu'est-ce que tu peux dire à nos auditeurs? Est-ce qu'ils doivent mettre des petites étoiles sur les applications de podcast ou autre? Je sais pas, dis-moi. Alors oui, on a eu beaucoup de retours sur les applications de podcast en fait, donc merci pour vos retours, c'est vraiment sympa. En plus on a eu des 5 étoiles, donc ce qui nous a remonté en référencement, ce qui nous a remonté aussi dans notre moyenne, car comme tu l'as dit la semaine dernière, il y a quelqu'un qui nous avait mal noté au début, on ne sait pas trop pourquoi. Une étoile. Ouais. Une étoile, ouais, c'était un peu sale. C'était un peu rude, on commençait en plus. Exactement, c'était genre la deuxième émission, quoi. C'était juste après. Ouais, c'était la deuxième ou troisième émission. Donc en tout cas, merci à vous, ça fait chaud au cœur et ça nous donne vraiment envie de continuer et de nous améliorer là-dessus. N'hésitez pas à utiliser aussi notre site internet, latavernedugamer.fr, ce qui vous permet d'accéder plus facilement au podcast si vous êtes sur un ordinateur, par exemple. Et en plus, vous avez accès au fil Twitter. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'identification. Et de là, vous pouvez voir ce que Sid publie sur Twitter quasiment tous les jours, en fait. Donc pareil, vous pouvez nous retrouver sur Spotify, sur Apple Podcast, en attendant sur toutes les bonnes crèmeries de podcast, on est disponible. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook et Twitter, des pages qu'on alimente assez régulièrement, donc n'hésitez pas. Ce sera avec un grand plaisir. Et en plus, ça fait partie de notre concept. Proposez-nous des news, des jeux. Et c'est le parfait exemple est avec ce jeu Unmetal. Donc, pas obligé de nous les offrir, évidemment. Exactement. Mais en tout cas, suggérez-nous des jeux et on les fera avec plaisir. Quand il y a des petits temps morts entre des grosses sorties, ça alimente et ça fait du contenu un petit peu original.
Exactement. Et ben comme à la Taverne du Gamer, on a plein de passions. Et il y a aussi le jeu de société. Donc parler de jeu de société à la Taverne du Gamer, ça a tout son sens. Donc je vais vous parler de Wingspan, un jeu de société avec des oiseaux. Qui est jouable de 1 à 5 joueurs avec des parties d'environ 1 heure à partir de 10 ans. Donc on peut y jouer quand même avec des enfants, c'est assez ludique. Donc je l'ai dit, sur les thèmes des oiseaux, c'est édité par Matagot. Et donc Wingspan, donc qu'est-ce qu'il y a dans cette belle boîte? Bon, je vous passe les détails. Il y a le livret de règles, vous en doutez, mais il y a surtout 120 cartes d'oiseaux, donc des cartes en format carte standard, avec la petite originalité qu'il y a, et c'est un des premiers trucs que je dis quand je vends ce jeu autour de moi, c'est que toutes les cartes sont uniques. Donc il y a une carte égale un oiseau, donc il y a 170 cartes, donc 170 oiseaux différents. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça en fait du piaf. Hein. Ça en fait de l'oiseau. Ouais. Avec ça, il y a des œufs, parce que évidemment, les oiseaux, ça pond des œufs, si vous ne le saviez pas. Il y a une mangeoire qui en plus est à construire, donc ça fait un petit élément décoratif sur la table du plus bel effet. Il y a des dés en bois, enfin bref, c'est du matériel de très très grande qualité. Donc une boîte, quand on l'ouvre, qui est déjà tout de suite plaisante, qui met dans l'ambiance. Et pour la présentation du jeu, j'aime bien toujours quand je présente des jeux, c'est dire comment on gagne. Commencer toujours par dire comment on gagne, et on comprend vite après le principe. Donc c'est un jeu qui se gagne au point de victoire. Donc pendant 1 heure, chaque joueur va jouer à tour de rôle, en faisant des combos, etc., qui lui permettront de récupérer des points de victoire. Et une fois que toutes les manches sont terminées, donc ici il y a 4 manches, une fois que les 4 manches sont terminées, on compte les points de victoire, et celui qui en a le plus a gagné. Donc ce type de jeu, c'est souvent très populaire aujourd'hui parce que ça évite, tu sais, que les joueurs ils s'affrontent directement. Ça évite les embrouilles autour de la table si on a un dimanche après-midi entre amis. Là au moins chacun fait ses trucs à tour de rôle, tu vois, et on compte les points de victoire à la fin et donc c'est comme ça qu'on gagne ce jeu. Et donc évidemment, dans la présentation, j'ai pas vocation à apprendre les règles à nos auditeurs ou à toi Kira, donc évidemment, je ne vais pas évoquer, pour que ça reste digeste, toutes les règles différentes, mais en gros, on incarne un passionné d'oiseaux, et on a devant nous un plateau de jeu qui comprend 3 zones de jeu. 3 zones qui peuvent accueillir 5 oiseaux. Et ces zones, il y a les forêts, les prairies et les marais, qui correspondent, on le comprend très vite, au lieu d'habitat des oiseaux, donc à leur affinité, exactement. Donc si on prend l'exemple d'un oiseau, le maquereau par exemple, très bel oiseau au demeurant, qui vit au bord de la mer, lui on va pouvoir le poser que sur la zone des marais. Donc tu vois, les oiseaux, chacun des oiseaux ont leur affinité. Pareil, le maquereau, il se nourrit que de poissons, donc pour pouvoir poser cette carte, il faut des jetons nourriture poissons, sachant qu'il y en a de différents types. Il y a les graines, il y a les baies, les fruits, les insectes et les rongeurs. Rongeurs, par exemple, on pense aux rapaces. Enfin, tu vois, il y a des ressources qui nous permettent de poser nos oiseaux sur les différentes zones. Et chaque oiseau, justement, posé, rapportera des points de victoire à la fin du jeu. Et aussi, ils ont des capacités qui nous permettent de piocher des cartes, obtenir des ressources, pondre des œufs. Et à ça se rajoute une mécanique qui est très intéressante, c'est que chacune des zones, donc la forêt, la prairie et les marais, ont une particularité. Quand tu actives la zone des forêts, c'est là que tu obtiens tes jetons nourriture. Quand tu actives la zone prairie, ça fait pondre des œufs à tes oiseaux, sachant qu'un œuf égale 1 point de victoire. Et sur les marais, quand tu actives la zone des marais, tu pioches des cartes oiseaux. D'accord. Donc tout le principe du jeu va être à chaque manche, et je leur dis il y en a 4, on a 7 actions, et chaque action va être, soit on pose un oiseau en payant son coût, soit on active différentes zones, forêt, prairie, etc., comme je l'expliquais. Donc finalement, et là, vous savez à peu près toute la mécanique du jeu. Il y a des subtilités, évidemment, il y a des combos entre les différents oiseaux. Quand on pose des oiseaux dans les zones, comme j'ai dit, il peut y avoir 5 oiseaux, ça va renforcer le pouvoir de la zone. Donc si par exemple on a 5 oiseaux dans la forêt, on va récupérer plus de nourriture égale plus de possibilités de poser des oiseaux. Donc tu vois, c'est comme ça que tu vas alimenter durant toute cette heure de jeu le plateau que tu as devant toi, le territoire, et faire en sorte exactement de cumuler des points de victoire et ainsi espérer gagner la partie. Donc tu vois, je l'ai expliqué vraiment fondamentalement, mais là vous avez déjà 80% des règles. Donc tu vois, c'est quand même
accessible, c'est très très accessible comme jeu. Et c'est accessible, mais par contre, c'est loin d'être... tu vois, il faut réfléchir. C'est un jeu, finalement, c'est ça que j'apprécie. Et pourquoi je recommande ce jeu, c'est que c'est très simple, en fait, à appréhender. Mais par contre, c'est très valorisant. Quand on fait des combos, on a la satisfaction de combiner des cartes entre elles. Et aussi, on va essayer de planifier son jeu. Ça marche bien, ouais. Ouais, ça marche bien. Et quand tu planifies ton jeu et que tu arrives à faire ce que tu veux sur la durée, tu vois, il y a ce petit côté un peu satisfaisant qui fait que c'est très, très plaisant. Donc pourquoi j'aime aussi ce jeu, c'est que moi j'aime beaucoup les oiseaux, mais au-delà des oiseaux, on est tous les deux, Kira et moi, des amoureux de la nature, on aime beaucoup les animaux en général, et c'est un jeu qui rend un petit peu honneur, qui met en avance la faune et la flore, et ça j'ai trouvé que c'était une proposition vraiment très intéressante, surtout que c'est original, comme je dis, ouais, c'est original, chaque carte en plus, comme je l'ai dit, elle est unique, le matériel est de super qualité, les cartes sont très épaisses, je te dis les dés sont en bois, enfin c'est un jeu qui est vraiment de très très bonne facture. En plus d'être un bon jeu, on a aussi le côté valorisant d'avoir du bon matériel, c'est très très cool. Enfin, comme point positif, et je finirai là-dessus, le côté immersion. Donc si je reprends, tu vois, toujours mon Macaro là que j'ai pris en exemple, on apprend sur la carte, c'est indépendant du jeu, mais qui vit dans l'hémisphère nord de la planète, que son aire de reproduction sont menacées à cause du réchauffement climatique malheureusement, qui fait plus de 50 cm d'envergure, qui mange des poissons. Donc si tu veux, il y a un petit côté pédagogique aussi sur les cartes où tu apprends où ils vivent, une petite anecdote sur l'oiseau, et ça je trouve que c'est très 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 cool. Ça, tu vois, pour ça les apporte... fans d'ornithologie. Ouais, pour les fans d'ornithologie, de nature, ça rajoute un aspect, si tu veux, très, très proche des animaux, et j'aime beaucoup. Mon seul petit point négatif, le jeu est un petit peu cher. Il est à plus de 50 €, il est à 54 € exactement. Moi, je l'ai eu à 49 en grande surface, mais voilà, il est un petit peu cher, mais clairement, on en a pour son argent. Je vous dis, tout est vraiment fait ultra quali. Même la boîte, elle a du relief et tout, on en a pour son argent. C'est un petit investissement, mais il y a de la durabilité, il y a de la rejouabilité, le matos est de qualité, donc vraiment ça les vaut. Et ils ont sorti 3 extensions. Donc une extension sur les oiseaux d'Europe qui rajoute juste des cartes supplémentaires. Donc on agrémente le jeu que l'on a. Les oiseaux de l'Océanie, deuxième extension qui rajoute des nouveaux environnements et un nouveau plateau de jeu. Donc là on commence à renouveler le gameplay. Et la 3e extension qui est un jeu qui se joue tout seul ou à 2. C'est vraiment un jeu autonome. C'est sur les oiseaux d'Asie. D'accord. Et qui permet, si on le combote avec la boîte de base, de monter jusqu'à 7 joueurs. Parce que je l'ai dit, c'est 5 joueurs. Avec cette extension-là, on monte à 7 joueurs. D'accord. Et avec 5 joueurs, ça va les parties, elles traînent pas trop ? Alors, ça peut durer un petit peu, surtout à la première partie, là où on tâtonne un petit peu, on attend un peu chaque joueur, donc ça peut être lent. Par contre, dès la 2e partie, quand tout le monde a bien intégré les mécaniques, ça se joue très vite. C'est un jeu qui, vraiment, en 1 heure, tu tiens à 5 et tu t'amuses, il n'y a pas trop de temps mort. Mais par contre, la première partie, oui, tu as raison, elle est un peu plus poussive, mais c'est le temps que tout le monde adhère, tu vois, aux mécaniques. Oui, non, petite anecdote. J'ai découvert, pas plus tard qu'il y a un quart d'heure avant d'enregistrer, quand je relisais tout et que je me renseignais sur Internet, il y a un jeu Switch, Wingspan. Mais ils ont vraiment sorti un jeu, c'est un jeu vidéo basé sur le jeu de société, où ils ont rajouté tout un tas d'animations. Donc les oiseaux sur les cartes, ils bougent, les décors, les environnements bougent. Enfin, c'est vraiment pas qu'un simple jeu de société porté sur console. Ils ont mis aussi tout un enrobage d'animations, qui est jouable 1 à 5 joueurs avec la Switch, avec une seule console, qui est vraiment très très sympa. J'étais assez bluffé. C'est pour moi, je sais pas si tu as d'autres exemples du genre. Catan. Ah Pandémie. Oui, Catan, très très bon jeu. Ah, excellent jeu aussi. De mémoire comme ça, oui, c'est les 2 qui me viennent, moi, c'est Catan et Pandémie. Des jeux de chevet. Les éternels, Risque, enfin tout des trucs comme ça. Oui. En tout cas, Catan, c'est excellent. Pandémique, tous les deux, on adore, on y a joué beaucoup. On a perdu plein de fois. On a perdu énormément. J'ai prévu une conclusion quand même à cette chronique, c'est foncez jouer à Wingspan. Je me suis dit que ça suffirait. J'ai pas besoin de m'étendre en conclusion. Voilà, la conclusion est faite. Foncez, jouez-y, c'est vraiment très bien. Et Kira, la prochaine fois que tu mets un pied à la maison, on joue ensemble à ce jeu, tu vois, c'est très très cool. Ouais, si tu veux, volontiers, carrément. Ça peut être sympa. Et ceci clôture notre émission du jour. Est-ce que tu sais déjà de quel sujet hors sujet tu vas nous parler la semaine prochaine, Kira ? Pas du tout. Une fois n'est pas coutume.
Eh bah pas du tout, ça va dépendre en fait. En fait, je voudrais combiner mon sujet hors sujet avec mon test du jeu de la semaine d'après en fait. Donc ça va dépendre déjà si le jeu est sorti et aussi surtout si le jeu vaut le coup quand même. Donc j'attends de voir en fait déjà ce que ça va donner car ce sujet hors sujet est déjà prêt. Sinon j'avais prévu de m'en servir pour cet été éventuellement pour parler de... En été on a plus le temps de mater des séries donc ça aurait pu être l'occasion. Ouais. Donc voilà, okay. Ça va dépendre, mais pour l'instant c'est bien parti en tout cas. Moi pour le jeu je suis un petit peu incertain. Tout dépend un petit peu de mon avancement dans Zelda, mais il y a peu de chances que je l'ai fini. On ne sait jamais. Donc il y a du Zelda sur le feu. J'ai une chronique en lien avec un gros jeu qui arrive. Mais comme j'ai pas envie de faire ce gros jeu tout de suite, je vais faire un jeu d'il y a 15 ans, mais qui est en rapport avec celui-ci. La Taverne du Gamer, c'est aussi ça. Et j'ai un petit jeu qui, pareil, qui m'avait été suggéré par un auditeur. Lui, il n'y a pas trop de surprise, c'est Ghostwire Tokyo, dont on a pas mal parlé tous les deux, Kira. Je sais pas si je le fais tout de suite ou j'attends un petit peu. Enfin bref, ça dépend du calendrier des jeux. Mais en tout cas, on a encore... Parce qu'il y a des gens qui ont aimé Ghostwire Tokyo. Il y a des choses à dire, en tout cas, sur le jeu, qui sont intéressantes. Il y a des choses à dire. Mais en tout cas, vous voyez qu'on vous a... On travaille, on a préparé tous les deux qu'il y a des chroniques qui sont bien offrées. Parce qu'il y a des gens qui ont joué à Ghostwire Tokyo. Alors, il y a des gens qui ont... J'ai joué à Ghostwire Tokyo. Moi aussi, un petit peu, j'y ai joué. J'admets. Je troll, j'ai besoin d'en parler. Ouais, je te comprends. Moi aussi, après, j'avais besoin d'en parler. Shinji Mikami. Bah ouais, comme quoi, même le meilleur des meilleurs peut se... Voilà, quoi. Bon, je crois que tu m'as chauffé, il faut que je parle de Ghostwire Tokyo la semaine prochaine. Bon, je te laisse le mot de la fin, mon cher Kira. Que dis-tu à nos auditeurs pour nous quitter ? Eh ben, c'est sur ces notes pleines d'espoir qu'on va se quitter. On se dit à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et surtout n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ça fait plaisir. Ciao. Ciao à tous.